En gros, Guérilla, c'est un peu la contraction de la France Orange Mécanique et la France Big Brother. C'est qu'on a à la fois le résultat de l'insécurité en France, du laxisme judiciaire, enfin d'une situation sociale tout à fait incontrôlable, des actes terroristes qui viennent s'ajouter à ça, et en plus, le rôle médiatique de conditionnement, de criminalisation des inquiétudes et d'empêchement. Le média empêche le citoyen d'accéder à des réalités qui pourtant deviennent de plus en plus difficiles à dissimuler. Guérilla, c'est la résultante de tout ça en fait. C'est que vous avez une situation sociale extrêmement tendue, sous prétexte d'un incident, des émeutes d'envergure vont se déclencher en France, comme en 2005 par exemple, à Clichy-sous-Bois. Et vous aurez sur ces émeutes des actes terroristes qui vont venir se greffer au chaos, en fait, à la confusion. Les forces de l'ordre seront assez vite dépassées par la situation. Les médias continueront à dire que ces événements sont le résultat du marasme social, etc. En gros, que c'est la faute de la société, que ces révoltés sont légitimes dans leurs revendications, et que par conséquent, il faut les entendre et il faut plutôt aller dans leur sens et dénier à la police en fait le monopole de la violence légitime. Donc, c'est-à-dire, en gros, les policiers sont les méchants, les jeunes révoltés sont les gentils, et le citoyen moyen, dans tout ça, regarde la télévision et attend la suite. Voilà, ça c'est un peu l'argument de Guérilla. C'est très particulier parce que c'est mon premier livre qui n'a aucune télé, très peu de grands médias, de médias officiels. Par contre, un bouche à oreille vraiment considérable dès la sortie du livre, et même avant même sa sortie. Il y a vraiment une sorte de contre-pouvoir au fameux Big Brother qui s'est mis en place, et donc qui permet à quantité d'individus qui sont concernés de plus en plus par la réalité de la situation, des policiers, le citoyen moyen, on va dire, qui prend conscience que non seulement on lui cache énormément de choses, alors que la situation est vraiment n'a jamais été aussi tendue en France, sous prétexte d'actualité électorale, de ne pas jeter de l'huile sur le feu, etc., les médias refusent de parler d'un tel livre, d'une telle possibilité, qui est une probabilité très forte d'après les services de renseignement français. Donc ça, c'est quand même, il y a une rupture majeure, une rupture de confiance entre le citoyen et le média, c'est-à-dire que les médias aujourd'hui présument dangereuse l'opinion, c'est-à-dire sciemment on lui dissimule des réalités parce qu'on ne croit pas en son intelligence et en sa capacité à en tirer des conclusions légitimes. Donc on lui cache la vérité, et cette situation fait qu'on en arrive à cette espèce de concurrence étrange entre des médias officiels qui font la promotion d'ouvrages, qui vantent le vivre ensemble à longueur de journée, vous voyez, la France plus belle la vie, et de l'autre côté vous avez les livres qui ont un succès réel, considérable, d'estime, de bouche à oreille, qui sont passés sous silence par ce système. Mais ça ne suffit plus aujourd'hui. On voit que Big Brother, il y a des failles qui sont vraiment intéressantes. Donc je pense que c'est que le début, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais la situation est si grave que le temps ne joue pas en notre faveur. C'est-à-dire que si on attend encore un peu trop longtemps, je pense qu'on aura des événements extrêmement graves, la guerre civile, telle que je la décris dans ce livre. En fait, les scénarios qui sont décrits dans Guérilla sont largement validés et m'ont même été communiqués en grande partie par des individus qui travaillent dans le renseignement français et même à l'état-major. Et évidemment, quantité de policiers qui sont concernés. Le policier, en fait, on ne peut pas lui mentir, c'est-à-dire que la réalité, il l'a sous les yeux tous les jours. On ne peut pas lui dire que tout se passe très bien parce que lui, il sait que c'est pas vrai. Donc, j'ai été assez, encore une fois, étonné par cet engouement au sein de la profession autour de ce livre, comme ça avait été le cas déjà pour la France Orange Mécanique. Des gens qui arrivent et qui vous disent enfin quelqu'un qui parle de notre quotidien, du réel, quoi, tout simplement. Et effectivement, j'ai reçu pas mal de soutien de membres du GIGN, d'unités spécialisées, etc., qui eux savent très bien, parce que c'est ça le drame un peu de cette profession, c'est que ils ont des yeux pour voir et ils n'ont quasiment pas les moyens d'agir. Le policier est extrêmement conditionné à ne pas se servir de son arme, à subir la situation, à faire en sorte que cette réalité extrêmement difficile n'éclate pas aux yeux de l'opinion et n'embrasse pas complètement ce pays en fait. Donc voilà, d'ailleurs le thème de Guérilla repose là-dessus, sur l'incapacité pour le policier à s'adapter à cette situation
qui exigerait une révolution culturelle, quasiment, pour prendre la mesure, en fait, de sa gravité. Le jour même de la sortie de Guérilla, on a reçu le soutien de membres du GIGN ou d'individus très haut placés dans la hiérarchie policière et militaire. Ça, il y a vraiment dans ces professions-là un engouement réel. Et ces professions, enfin l'armée, on dit toujours que c'est la grande muette, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, les militaires parlent beaucoup plus qu'avant, y compris les hauts gradés, parce qu'ils savent vraiment que la situation est d'une gravité sans précédent et que jamais la politique n'a été plus axée sur la communication, c'est-à-dire le refus total d'enregistrer des données nouvelles, des informations, de traiter des faits, de s'y adapter. La politique aujourd'hui, c'est vraiment l'art de vendre en fait la journée, un agenda présidentiel ou ministériel, d'embellir le quotidien par des discours. Donc ça monopolise absolument toute la force politique française aujourd'hui, ça. Et la réflexion réelle, le recul sur la situation, sur ce qu'il faudrait faire pour ce pays, n'existe plus en fait. Voilà, le temps de cerveau est totalement... Le temps de cerveau des conseillers en communication est totalement happé par ces stratégies politiques, donc ils s'éloignent de plus en plus des réalités. Et c'est la même chose avec la classe médiatique. Quelque chose que je pourrais dire aussi sur Guérilla, c'est qu'il y a une... En fait, ça oppose deux France. Ça oppose la France qui est en bas de l'échelle et qui n'a pas grand-chose à perdre, et la France qui est en haut de l'échelle, c'est-à-dire c'est pour arriver tout en haut de l'échelle hiérarchique. Il faut imaginer par exemple l'assaut d'un château fort, vous avez une échelle qui est posée contre la muraille et vous avez des individus qui grimpent. Et ceux qui arrivent tout en haut de la hiérarchie, qu'elle soit policière, journalistique, médiatique, politique, ils ont tout à perdre en fait. Donc eux, ils se tiennent très fermement à leur échelle et ils n'osent plus rien dire, ils n'osent plus rien faire parce qu'ils savent très bien que d'une poussée, on pourra faire tomber leur échelle. Par contre, ceux qui sont tout en bas, les policiers, on l'a vu par exemple, eux, ils estiment que si l'échelle tombe, ça leur fera pas très mal. Donc à la limite, ils sont même tentés au bout d'un moment de la faire tomber eux-mêmes. Alors on a vu les manifestations de policiers en plein état d'urgence à 200 mètres de la place Beauvau ou de l'Élysée, des policiers armés face à des gendarmes mobiles armés en plein état d'urgence. C'est des situations qu'on n'est pas habitué à voir et qui sont extrêmement inquiétantes pour les individus qui ont le pouvoir. Et le citoyen aujourd'hui, ça paraissait, ce scénario d'une guerre civile, d'un embrasement, relevé du fantasme total il y a 30 ans. C'est de plus en plus probable ce scénario. Ce livre n'aura pas de récompense littéraire, c'est sûr, parce que les récompenses littéraires sont validées par la portée humaniste, politique, progressiste des œuvres. Donc dans ce cas-là, c'est un livre déjà maudit, par avance. Donc même s'il est extrêmement bien décrit et que c'est, je pense, à mon avis, sur ces dernières années, peut-être le plus grand succès littéraire sous le manteau, c'est-à-dire sans la moindre télévision. Ça, à mon avis, c'est le cas. On voit aujourd'hui que la télévision est beaucoup moins prescriptrice. Vous regardez l'émission de Laurent Ruquier, qui était réputé pour ça, vous avez des auteurs toutes les semaines, et vous voyez que ça fonctionne plus tant que ça en fait. On n'arrive pas à intéresser les gens à des livres qui sont déjà entendus et lus des milliers de fois, qui sont des copies conformes. Qui sont complètement déconnectés de la réalité. Aujourd'hui, les gens veulent du réel, ils ont compris qu'il y avait un problème avec le média, il y a un recul bien plus important, et donc ils veulent aller chercher de l'information. Vous avez une anecdote récemment, vous avez Jean-Pierre Pernaut, qui a quand même fait une carrière assez fabuleuse, et qui s'est permis de déclarer dans son journal télévisé qu'on trouvait beaucoup de place pour l'accueil des migrants, et qu'on en trouvait un peu moins pour les SDF. Et cette sortie a été qualifiée de dérapage par ses collègues, par les médias en général. Il a été sommé de s'excuser, de s'expliquer, etc. Du coup, de présenter un reportage très valorisant pour les migrants. Donc aujourd'hui, en fait, quand vous prenez une posture d'opinion dans les médias, en fait, l'opinion, je pense, qui est à peu près majoritaire en France, ou en tout cas en passe de l'être, n'a pas accès à l'expression publique. Or, sur tous les autres médias, du service public en particulier, vous avez toute la journée des opinions qui sont très favorables à l'accueil des migrants. Voilà, il y a un problème d'équité de l'opinion. Comment voulez-vous que les médias qui sont censés être représentatifs, ce sont les acteurs de la démocratie, ils sont censés être représentatifs de l'ensemble de l'opinion dans ce pays, à partir du moment où une certaine opinion n'a pas accès à la parole publique, où elle est criminalisée dans ses inquiétudes, on peut appeler ça comme on veut, mais ce n'est pas une démocratie.
Il y a des livres qui ont des grands médias et pas de public, et il y a ceux qui ont un grand public et peu de médias, et je pense qu'il vaut mieux être dans ce cas-là, à mon avis. Il y a vraiment une... moi, j'appartiens à personne, je suis un peu de la race des humbles, et j'ai bien plus de plaisir à ce que justement ce peuple que je veux aider à se sauver lui-même, c'est pas moi qui le sauverai, mais en tout cas si je pouvais l'aider sur sa voie vers l'éveil, c'est, je pense, ma gloire, elle est ici, quoi. C'est-à-dire que quand un citoyen vient me dire qu'il a été happé par une lecture comme celle-là, que j'ai mis des mots en fait sur ce qu'il avait du mal à formuler lui-même, ça c'est la plus grande victoire, elle est là. Moi, qu'il y a des journalistes très fréquemment avec lesquels je parle et qui me disent j'ai adoré le livre mais je peux pas en parler. Ça, le retour de ce genre d'individu me laisse dans une forme d'indifférence interstellaire, quoi. En revanche, vraiment, ce peuple, moi, c'est là d'où je viens, c'est ce que je suis et c'est ce que je veux aider à sauver. Il y a que ça qui m'importe. Donc pour moi, je suis très satisfait du succès de Guérilla, puisque si en plus on peut se passer aujourd'hui de cette autorité de Big Brother, du tampon des grands médias, eh ben, on est d'autant plus libre de nos mouvements, de nos paroles. Et voilà, le peuple se réapproprie sa souveraineté culturelle et intellectuelle dont on l'a dépossédé pendant très longtemps. Donc le début de la victoire, à mon avis, il est ici. Donc mon historique, en gros, en 2013, j'ai publié La France Orange Mécanique, qui était une enquête sur l'insécurité en France, pour répondre à des grandes questions en fait, qui se posaient à l'époque, c'est-à-dire est-ce que oui ou non l'immigration a une part dans l'insécurité, la justice est-elle laxiste, oui ou non, les chiffres qu'on connaît, qu'on entend souvent, sont-ils oui ou non exagérés, enfin dissimulés, etc. Est-ce que voyez, en France, la question de l'insécurité est dans le débat public depuis très longtemps, mais pour autant, peut-on vraiment parler de débat public à propos de l'insécurité? Ça, c'était le thème de La France Orange Mécanique. Donc quand vous faites une enquête, que vous vous rendez compte qu'en France, toutes les 24 heures, vous avez 200 viols, que absolument personne ne connaît ces chiffres, malgré comment dire, le dévouement des associations féministes dans ce pays, que vous vous rendez compte que 2 tiers des crimes et délits sont commis par des individus issus de l'immigration, que le laxisme judiciaire, eh ben, écoutez, il est assez facile à traduire, 100 000 peines de prison qui ne sont pas appliquées chaque année, le code pénal qui n'est jamais appliqué, absolument jamais, les peines prononcées sont toujours très inférieures à ce qui est écrit dans le code pénal, sans la moindre justification, les remises de peines sont automatiques, etc. L'application des peines transforme des peines de prison ferme en peines de port de bracelet, enfin bref, j'en passe et des pires. Ça, c'était La France Orange Mécanique. Pourquoi ce fameux sentiment d'insécurité n'a pas le droit d'être plus qu'un sentiment et est vraiment un tabou médiatique absolu, je crois que je l'ai assez amplement démontré avec la publication de ce livre, puisqu'évidemment, quand vous ne pouvez pas tuer l'idée, vous tuez le messager. Et on a essayé de me salir par tous les moyens possibles et imaginables. Moi, il se trouve que, comme je l'ai expliqué, j'avais pas de plan de carrière entamé. Donc, quand vous n'avez rien à perdre, vous pouvez tout dire, c'est mon cas. Donc, ils se sont acharnés un peu dans le vide. Et même, je pense que ces gens qui m'ont attaqué ont contribué à renforcer mon lectorat et l'intérêt du grand public pour le travail que j'ai pu faire à cette époque. Ensuite, il y a eu la France Big Brother. La France Big Brother, c'était justement, suite logique, pourquoi ces faits sur l'insécurité sont extrêmement bien connus, documentés, etc. Et pourquoi on ne peut pas en parler et pourquoi ils n'ont pas accès à l'opinion dans leur intégralité. Pourquoi vous avez toujours cette espèce de filtre énorme entre le citoyen et cette réalité. Voilà. Big Brother, c'est ça. Quels sont en France les leviers du conditionnement du citoyen? Qu'est-ce qui nous apprend à avoir peur de notre ombre, de nos ressentis, nos sentiments, de nos perceptions? Pourquoi le citoyen français, en son pays, n'a plus cette souveraineté-là? Voilà. Donc, la réponse, Big Brother. La France Big Brother, une enquête sur ce système médiatique et politique, tout est lié, qui est extrêmement puissant. Et évidemment, quand vous faites une enquête comme ça sur les médias à charge,
vous n'êtes plus invité dans les médias. Par conséquent, je l'ai payé cher puisque Guérilla n'a eu aucune télévision. C'est un parcours assez logique. Il y a eu aussi l'enquête sur, alors c'est un livre un peu à part, l'enquête sur Anders Behring Breivik, donc le tueur du Toya et d'Oslo, 77 morts le 22 juillet 2011, qui a donc ce livre écrit à la première personne dans la tête de Breivik, permet de mieux comprendre, je pense, une situation assez générale en Europe, aux États-Unis, que quantité de gens partagent, et montre que la diabolisation absolue des déviants, c'est-à-dire de celui qui va émettre un doute sur le vivre ensemble, fait que des individus à la psychologie extrêmement particulière vont s'enfermer dans leurs certitudes et isoler les gens comme ça revient à créer des monstres, des individus extrêmement dangereux qui vont aller jusqu'au bout de leur foi contre ce système. Voilà, ils vont devenir un peu les virus de ce système, ils ne feront que le renforcer, hein. Mais voilà, en tout cas, diaboliser les individus, c'est vraiment la pire des façons de traiter des problèmes, puisque vous ne ferez que radicaliser les messages. Moi, j'ai été attaqué sur mon travail Orange Mécanique. Évidemment, je vais ensuite avoir recours aux moyens d'expression qu'on me donne, dont je dispose. Tel média, telle invitation à une conférence, etc. Donc les grands médias pourront dire oui, mais puisque vous allez dans ces médias qui ne sont pas reconnus officiellement par Big Brother, vous êtes quelqu'un de sulfureux, de suspect, etc. Oui, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Donc je vais là où on m'invite et je ferai toujours comme ça. Si le service public demain change d'avis et m'invite à une émission, j'irai volontiers. Mais en créant comme ça, en marginalisant un discours de bon sens, on en revient à créer vraiment quelque chose de potentiellement monstrueux qui pourrait prendre une ampleur considérable et être animé de sentiments plus du tout pacifiques et simplement démocratiques. Ring, c'est le seul endroit où on peut côtoyer des individus tels que Marceau, que j'admirais par ailleurs pour son dessin mordant et extrêmement bien réalisé. Moi, je suis un admirateur de cette technique. Faire du bourrin, il faut être extrêmement fin pour réussir du bourrin en fait. Et donc voilà, moi j'adorais déjà l'idée de ce personnage. Et quand je l'ai vu ici pour la première fois, j'ai compris qu'en fait il était quoi, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, peut-être comme moi par exemple, qui peuvent décevoir hein, quand on les rencontre, puisqu'on s'aperçoit qu'ils ne sont pas en adéquation avec leur personnage. Et lui, il l'est extrêmement. C'est quelqu'un d'extrêmement humain et touchant. Il y a des gens comme ça avec qui le courant passe très rapidement. C'est une rockstar en fait, Marceau. C'est qu'il y a une lumière immédiate autour de lui, il y a une façon de communiquer avec son public qui laisse rêveur, hein, qui laisse rêveur les individus comme moi qui n'arrivent pas souvent à exprimer qu'un début de vague émotion et qui préfèrent fuir plutôt que... Moi en fait je fais partie des gens qui désespèrent un peu de l'intelligence d'autrui, donc j'ose pas essayer de dire des choses intelligentes, donc je me réfugie dans une tonne de banalités. Lui, il parvient à avoir un rapport comme ça, affirmé, direct, franc avec n'importe qui, et c'est assez impressionnant. Donc je pense qu'il a un avenir évidemment très important. Ça c'est la spécialité de Ring, il y a des auteurs comme ça qui sont sortis des eaux, quoi. Ring a un côté très PME familial en fait. Il y a une force vraiment, c'est ça en fait, hein. C'est pas du tout c'est pas une entreprise, il y a quelque chose de très fort qui lie les individus assez rapidement et ça marcherait pas sans ça en fait. On verrait tout de suite si un auteur ne correspondait pas à cet esprit, ça se verrait très rapidement. Donc je pense que ça participe de l'énergie dont David Serra est à l'origine, c'est-à-dire une énergie créatrice, instantanée, extrêmement forte, un feu qui se consume, et qui a agrégé des individus qui étaient totalement compatibles avec ce mode de fonctionnement. Et
y a quelque chose de un peu, voilà, un peu autant dans le dessin de Marceau, dans la couverture, dans le graphisme de Ring, dans ses vidéos, dans l'écriture, il y a une force qui va happer le public, quelque chose d'assez mystérieux, inexplicable. Et j'ai pas mal de lecteurs qui viennent de Marceau, justement, qui m'ont découvert à travers lui, et qui ont des commentaires un peu similaires sur ce qu'on fait. Pourtant, ça n'a techniquement rien à voir, c'est très différent, mais le même, une forme je sais pas, d'addiction. Il y a l'effet communauté, vous savez, Ring comme la communauté de l'anneau. Les fameuses phrases, l'anneau pour les ramener tous, dans les ténèbres les lier, etc. Je pense que ça tient aussi beaucoup à ça. Il y a le ring de boxe, certes. Il y a Wagner, mais j'aime bien aussi l'idée de l'anneau du Seigneur des Anneaux. Alors Utøya, c'est un livre pour lequel j'ai vraiment une affection assez particulière parce qu'il a été écrit dans des conditions d'immersion très fortes. Je suis allé en Norvège, j'ai été sur place, sur l'île d'Utøya. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs qui étaient impliqués dans ce drame. Et le résultat, ce livre m'a surpris. Vous savez, quand on écrit, c'est un peu l'inconscient qui agit. Et on se rend compte après, on raisonne après sur le résultat en se disant que j'ai beaucoup de mal à être content de ce que je fais. Je ne l'étais pas complètement, mais sur certains points, je l'étais. Et surtout, beaucoup de mes lecteurs n'ont pas suivi pour le coup l'avis de la presse et des médias qui était très bon. Ce livre a vraiment eu une excellente presse, contrairement aux autres. Et c'est celui qui a eu le moins de public. C'est intéressant, il y a vraiment, encore une fois, ce défaut de confiance énorme. Après, peut-être que le sujet, qui était assez éloigné de la France, a aussi désintéressé le lecteur, mais en tout cas, sur mes lecteurs fidèles, qui achètent tous mes livres un peu par réflexe, par gourmandise, c'est le préféré. Utøya, il a quelque chose de plus. Il est écrit à la première personne dans la tête du tueur, de bout en bout. Et c'est vrai qu'il a il a une force de marée. C'est un des grands thèmes du livre, qui est un peu. Quand j'ai retravaillé sur ce livre, j'ai été, je sais pas, je me suis retrouvé dans l'immersion, dans le froid autour du fjord. J'ai revécu, vraiment, je suis retombé dedans. Et donc, ce livre a une seconde jeunesse grâce à sa publication poche augmentée avec pas mal d'informations supplémentaires et grâce à la publicité générée par Utøya, parce que Guérilla a conduit pas mal de lecteurs à se tourner vers les autres livres, dont celui-là. Il a une deuxième jeunesse aussi, parce qu'à l'époque, il était question de traduction. On a d'ailleurs encore des négociations en cours à ce sujet de traduction et d'adaptation cinéma. Une adaptation cinéma a été signée, mais elle impliquait de modifier assez sensiblement l'écriture et je ne pouvais pas transiger avec une telle demande puisque pour moi, Utøya, ce sont des faits réels à 100%. Donc je ne pouvais pas écrire une belle histoire. C'était Utøya, c'est ça ou c'est rien. Donc tant qu'un producteur ne sera pas décidé à l'entendre, ce sera rien. En tout cas aujourd'hui l'œuvre est libre de droit et j'espère qu'elle intéressera un producteur car je pense qu'elle a vraiment une dimension cinématographique évidente. Et en attendant, elle bénéficie d'une adaptation au théâtre. Elle a été jouée à Bruxelles il y a quelques semaines et elle a vraiment, j'ai été impressionné par cette pièce assez minimaliste, l'acteur Breivik, un monologue d'une heure 30, donc dans la tête de ce tueur, sur son île, en prison, lors de son procès, dans sa tête, enfermé dans sa solitude et dans sa folie. Et encore une fois, j'ai vu vraiment ce potentiel, qui d'ailleurs, je pense, a frappé aussi le public qui était présent ce soir. Et je pense que cette adaptation en connaîtra d'autres, en appellera d'autres, et peut-être se terminera par une adaptation cinéma. J'ai pas grand chose à dire sur moi en fait. J'ai des citations favorites pour justifier ça. Celle du cardinal de Retz qui dit qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, et celle de Céline qui dit que l'âme n'est chaude que de ses mystères. Et je suis assez partisan de cacher mes dieux, comme disait Valérie, c'est-à-dire de cacher mon enfance, mes affections, mon passé, etc. Ça me regarde.
Et voilà, je pense aujourd'hui la mode est à la transparence, chacun doit se livrer totalement. Et on voit les dégâts que ça peut faire avec, par exemple, François Hollande, quoi. Je pense que le genre humain a tout à perdre à ce genre de pratique. Donc je préfère pas me livrer excessivement. L'essentiel à savoir, c'est que je n'appartiens à personne, hein. Je l'ai dit, je suis de la race des humbles, je ne vais pas faire de vantardise sur mon passé, je me suis fait tout seul. J'ai tout lu ce que j'ai lu tout seul. Je pense que voilà, je suis pas loin d'avoir lu tous les livres. Et donc, mon but, c'est simple, c'est participer à cet éveil des miens, les aider à prendre conscience des choses, à armer leurs pensées face à cette réalité envahissante et destructrice qui les accable. Donc voilà, une forme de service. Et bah, si un jour ça sert à quelque chose, je me paierai avec la gloire et voilà quoi. Je vis de l'écriture aujourd'hui, c'est une chance quand même, c'est assez rare je crois. Et l'argent me sert essentiellement à écrire d'autres livres, donc je suis pas extrêmement dépensier, je vis dans un endroit reculé, j'aime l'isolement, je dois être sociable à peu près 1 mois par an. Et je suis pas quelqu'un d'extrêmement intéressant, je suppose. Comme dit, c'est une citation de Paul Valéry, les gens ne savent pas que je suis celui qui ne s'amuse jamais, que je ne suis occupé que par ma terrible guerre intérieure. Ça m'amuse, ces choses-là. Donc voilà, je dois être quelqu'un d'assez chiant, puisque je suis très préoccupé et que de toute façon il n'y a pas de miracle, hein. Les écrivains, je pense que c'est l'angoisse qui les fait fonctionner. Et l'angoisse, c'est mon vrai métier, quoi. Et c'est cette capacité à accumuler des informations, à les faire bouillir, enfin c'est un peu thermonucléaire comme réaction, permettent la création littéraire. Voilà, c'est tout simple et je pense que c'est à peu près pareil pour tous mes petits confrères. Il n'y a pas de miracle, d'illumination, voilà, faut lire beaucoup, écrire beaucoup et on finit par faire quelque chose qui peut éventuellement plaire à quelqu'un. Les lectures, alors je suis très classique, hein. J'aime beaucoup, je pense que Jean de La Fontaine est le maître absolu de la littérature française, c'est la source de tout. Évidemment, Baudelaire, etc., tous les grands, quoi, Paul Valéry, j'aime beaucoup. En fait, mon but très présomptueux est de faire une sorte de synthèse entre la belle écriture française, c'est-à-dire qui n'a pas pour objet la vérité, hein, Paul Valéry, c'est assez bien expliqué, mais la beauté du geste en fait. C'est-à-dire que le français se fout de dire la vérité pourvu qu'ils le disent bien. Ça c'est très très français. Jean-Paul Sartre écrivait extrêmement bien des choses qui sont d'une débilité assez stupéfiante. Donc si on arrive à mélanger ça, cette beauté de la langue française avec une pensée peut-être un peu plus germanique, parfois un peu nietzschéenne, etc., à une pensée carrément anglo-saxonne dans l'approche intellectuelle de la science, Richard Dawkins, la psychologie évolutionniste, qui pour moi est absolument fondamentale dans mon raisonnement. Je pense qu'on peut arriver à quelque chose d'assez original, une synthèse curieuse qui n'a, à ma connaissance, jamais été réalisée. Et c'est un peu mon objectif, voilà, mon obsession en tout cas. Donc c'est très présomptueux, mais je verrai bien si un jour j'arrive à être à peu près satisfait de mon travail. Quelqu'un qui est introverti, il est déjà complètement isolé du monde en fait. C'est-à-dire qu'il a dans sa tête en permanence des pensées énormes, colossales, envahissantes, à propos de tout. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible à tout ce qui se passe. Il enregistre une somme colossale d'informations. Et le problème, c'est son accès à l'autre. C'est-à-dire qu'il a toujours l'impression que ce qu'il dira n'a pas lieu d'être, n'a aucun sens, etc. Donc il le gardera finalement pour lui. Et du coup, il se venge en écrivant des livres en fait. Parce que là, il maîtrise la complexité du message, la force de frappe de ce message. Et donc il se venge comme ça. Je crois que c'est Diderot qui disait ça, la littérature c'est la vengeance de l'esprit de l'escalier. Le fameux esprit de l'escalier, c'est vous êtes frappé par la réplique de quelqu'un, et quand vous descendez l'escalier en repartant, là vous vient la réplique miraculeuse que vous auriez dû sortir à ce moment-là.
L'introversion, c'est un peu ça. C'est-à-dire que jamais vous ne serez capable de vous adapter au jeu social, d'avoir les bonnes réparties, de passer à la télévision, de bien figurer dans ces émissions où il faut jouer le rôle d'un personnage. Par contre, dans votre tête, c'est votre royaume, vous êtes dans un palais mental très isolé, et vous pouvez construire des cathédrales intellectuelles auxquelles personne ne pourra résister. Tout ce qui m'importe maintenant est de retourner m'isoler rapidement pour me replonger dans cette vie assez étonnante, un peu psychotique, hein, j'imagine, et travailler à la suite. La suite, il y a plusieurs idées possibles. Peut-être une enquête. J'en referai une, c'est certain. Peut-être la dernière d'ailleurs de mes enquêtes. Une enquête qui prendrait plus de risques, c'est-à-dire que plutôt que se cantonner au constat, qui est un peu pour l'instant ma marque de fabrique, j'essaierai d'apporter d'éventuelles solutions. Pas spécialement politiques, mais assez génériques quoi, pour tout un chacun. Il y a d'autres possibilités qui relèveraient plus du roman. Enfin ça, voilà, pour l'instant c'est beaucoup trop flou pour pouvoir en parler. Là de toute façon on entre dans l'ère d'hibernation présidentielle. L'esprit, j'imagine, le cerveau de nos chers concitoyens qui est déjà assez peu disponible en temps normal deviendra absolument totalement saturé. Donc il serait assez fou de publier un livre avant ou après cet événement majeur de la vie politique française. Donc on attendra peut-être début 2018, je pense, pour la suite.